Inspirer, podcaster avec TBS Éducation. Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver pour ce podcast TBS Éducation, le podcast, un épisode hors série bien consacré au lien entre le sport et l'éducation et puis aussi l'après justement carrière sportive. Donc voilà, on aura l'occasion d'évoquer ce sujet avec mes deux intervenants du jour que je vais laisser peut-être se présenter si tant est qu'il y ait besoin de les présenter. Donc Lina Guérin d'une part, Lina bonjour, et Tony Parker d'autre part. Tony bonjour. Bonjour. Je vais peut-être vous laisser vous présenter parce que je pourrais le faire, mais vous avez évidemment tous les deux un parcours assez riche, assez éclectique, donc je pense que c'est peut-être mieux que vous vous présentiez. Bonjour, Lina Guérin, rugby à 7, équipe de France, médaillée olympique à Tokyo, médaille d'argent, et puis ancienne de TBS Éducation. Tony Parker, entrepreneur. Entrepreneur avant sportif aujourd'hui. C'est ça. C'est comme ça que tu nouveau te job présentes. maintenant. Bon ouais, c'est parfait, la transition est comme ça toute trouvée avec la première question que je voulais te poser. Il y a quelque chose qui m'a interpellé récemment, tu as dit dans une interview que quand tu étais sportif, Magic Johnson t'avait dit personne va t'appeler quand tu seras retraité, et donc l'après-carrière se prépare finalement très très tôt, je crois que c'était à 24-25 ans pour toi à peu près. Est-ce que tu peux justement expliquer comment tout ça s'est opéré et comment tu as réussi aussi à acquérir les compétences qui sont nécessaires, parce que tu as commencé très tôt ta carrière sportive et même la préparation à ta carrière sportive, et donc tu n'as pas forcément eu le temps par ailleurs d'avoir une formation justement pour l'après. Comment tout ça s'est déroulé pour toi ? En fait, mes parents ils m'ont toujours dit il faut préparer son après-carrière. Ils n'arrêtaient pas de me répéter ça tout le temps quand j'étais petit. Et donc j'ai commencé ma carrière pro, j'avais 15 ans. Donc 15 ans, j'arrive à l'INSEP et on joue en National 1, donc tu es déjà en mode pro. Et après à 17 ans, je signe mon premier contrat professionnel au PSG, et à 19 ans, j'arrive aux Spurs. Et donc en fait, tout est allé très très vite et j'ai pas eu entre guillemets le temps de vraiment aller loin dans mes études. Je suis allé jusqu'en terminale et puis voilà quoi. Après c'était terminé parce que quand tu es en pro, t'as pas le temps, tu es obligé de te consacrer à 100% dans le sport. Et puis après, vers 23-24, quand je me suis bien, on va dire, stabilisé en NBA, j'ai demandé à rencontrer, comme tu l'as dit, Magic, et quelqu'un qui était un exemple pour moi dans l'après-carrière, parce qu'il avait fait Starbucks, entre autres, il avait fait beaucoup de choses. Et donc, je me suis dit, ce serait bien de le rencontrer, et avoir des conseils et voir ce qu'il faut faire. Et donc là, il m'avait donné un conseil de créer ton réseau tout de suite, créer ton carnet d'adresses tout de suite, n'attends pas que tu es à la retraite, parce que quand tu es à la retraite, après, les gens, ils te rappellent pas, ils t'oublient très très vite. Et alors que quand tu es en carrière, tout le monde veut passer du temps avec toi, tout le monde veut savoir comment ça se passe dans ta vie, donc tu peux après en profiter pour créer des liens. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'étais une vraie éponge, j'ai passé beaucoup de temps avec des chefs d'entreprise, j'ai eu de la chance d'avoir des grands chefs d'entreprise qui m'ont pris sous leur aile, et donc j'ai pu apprendre, examiner et préparer pendant ma carrière mon après-carrière, et donc c'est ce que j'ai fait. Et donc très très tôt j'ai investi dans les clubs de basket, parce que c'est une des choses que je voulais faire. En 2009 j'étais rentré en tant que minoritaire à Lasvel, après en 2014 je suis devenu majoritaire, après en 2017 j'ai racheté le club féminin, en 2019 l'académie, j'ai tout mis en place pour que la transition elle soit la plus fluide possible quand j'ai pris ma retraite, parce que en tant qu'athlète, ça fait peur, la retraite. 95% des athlètes ils partent en dépression, ou ils savent pas quoi faire, ils vivent ça comme une petite mort. Moi c'était tout le contraire, parce qu'en plus moi il me restait 1 an de contrat, j'aurais pu jouer encore une année. Ouais, t'avais fait une dernière année, c'est ça? En fait j'ai fait une année et il me restait encore une année, et je me suis dit vas-y, j'ai pas envie de la faire, je suis prêt, j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir, et je me suis dit autant commencer mon après-carrière tout de suite. Et donc j'avais appelé mon boss à l'époque qui était Michael Jordan, et je lui ai dit je veux pas faire ma dernière année, je suis prêt à rentrer dans la vraie vie. Il faut avoir un certain courage pour dire ça à Michael Jordan. Mais ouais, donc du coup, ce que tu dis toi pour le coup, tu l'as super bien vécu, précisément parce que... moi je l'ai super bien vécu, la transition elle était assez naturelle, et je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Je suis très très lucide que de toute façon j'étais plus le joueur que j'étais plus Tony Parker, on va dire entre guillemets, et je l'ai accepté en fait, et donc je me suis dit si je peux plus jouer comme j'aimais jouer, je préfère faire autre chose. Et donc maintenant je suis animé par la transmission, j'ai envie de redonner à la nouvelle génération, et maintenant on crée plein de projets avec mes équipes, et on a un groupe où on est guidé par la passion, et j'ai vraiment pas l'impression de travailler. Maintenant j'ai l'impression que je passe du temps avec les gens que j'aime, on construit des belles choses, et le plus important pour moi, et ce qui n'a pas de prix, c'est de choisir son emploi du temps.
Parce que quand tu es sportif, on dit toujours là où tu dois être, t'es entraînement là, t'es entraînement là. Enfin, on te donne un calendrier et voilà, ça c'est ta vie et t'as pas le choix, tu dois être là. Et là, c'est génial de pouvoir voilà, choisir son emploi du temps et faire ce que tu veux, entre guillemets. Oui, surtout au basket où tu joues quasiment tous les 3 jours. Ouais, c'est clair. Non, le basket, il y a beaucoup de matchs. T'as vraiment pas de vie. Et puis après, t'as une semaine, 2 semaines de vacances. Et après, t'enchaînes en équipe de France. L'équipe de France, c'est pareil, 50 000 matchs. Ouais, tu t'arrêtes et jamais. après, t'enchaînes. Après l'équipe de France, t'enchaînes avec ton équipe. Et donc, j'ai fait ça pendant 20 ans. Hein, parce que même jeune, moi, ça a commencé dès 15 ans. J'avais 14 ans. Donc, depuis que j'ai 14 ans, j'étais tout le temps en train de jouer. Alors donc on a compris, ce qui a été absolument déterminant pour toi, c'est vraiment les retours d'expérience que tu as pu avoir d'entrepreneur. Toi du coup Lina, t'es pas dans l'après-carrière encore, parce que tu es toujours dans la carrière, mais tu as malgré tout quand même préparé ça. Et toi tu as une expérience un petit peu différente, parce que tu as eu l'occasion du coup de conjuguer ta carrière de sportif de haut niveau et en même temps une formation, en l'occurrence à TBS Éducation. Est-ce que tu peux nous raconter déjà pourquoi tu as fait ce choix-là et justement dans quelle mesure ton quotidien a réussi à se structurer un petit peu autour de ces deux choses qui n'ont rien à voir, mais qui sont tout aussi importantes évidemment. Je pense que déjà j'ai pas eu le choix de faire des études à côté, parce que la carrière ça peut s'arrêter pour nous du jour au lendemain, et c'est stressant de se dire qu'on n'a rien à côté, que si ça s'arrête, qu'est-ce que je vais faire. Donc oui, j'ai toujours fait des études à côté. Ça a été compliqué parce qu'en France, faire des études et faire du haut niveau, c'est un beau parcours du combattant. Donc avant j'étais à la fac, c'était compliqué. Très compliqué du coup, oui, ça. Et de faire les deux en même temps. C'était un enfer. C'était parce qu'on peut pas être en cours, donc on peut pas aller en TD, on est tout le temps défaillant, on passe au rattrapage. Enfin, c'est très stressant. Donc on a déjà le stress du sport de haut niveau, plus le stress des études. Enfin, c'est pas simple comme vie. Après, du coup, j'ai rencontré TBS et là, ça a été beaucoup plus simple parce qu'on avait cours le soir. Les cours étaient enregistrés, donc on pouvait les rattraper quand on n'était pas là. Et finalement, c'est plus serein. T'es plus serein dans ta vie, tu peux faire ton sport. Derrière, tu sais que t'as un bagage et tu sais que quand ça va s'arrêter, même si c'est pas toi qui le décide, c'est grave, mais c'est pas grave. Ouais, je comprends. Et du coup, qu'est-ce que tu as pu acquérir précisément qu'est-ce qui te manquait selon toi pour être vraiment pleinement une professionnelle épanouie plus tard dans ton après-carrière? Qu'est-ce que tu as vraiment été chercher ici à TBS Éducation? Un diplôme déjà, parce que en France, alors c'est en train de changer, mais quand tu es sportif de haut niveau, sauf si tu es quelqu'un de très connu, on pense pas que tu as un cerveau. Non, ils te respectent pas. Voilà, on pense pas que tu peux faire quelque chose à côté. On te dit oui, bon ça va, tu joues au ballon, ça va. Ouais. Alors qu'en fait, non, tu as aussi un cerveau, tu as aussi des idées, tu peux faire plein de choses. Donc en France, on est très là-dessus, il faut avoir un diplôme, mais sans diplôme, t'es rien. Donc du coup, là, TBS... Ouais, c'est un outil de légitimité pour toi. Exactement. Ouais. Donc là, ça m'a permis, d'être sportif de haut niveau, mais aussi de préparer l'après-carrière et d'avoir un diplôme. Alors, pour la prochaine question, ça s'adresse à tous les deux, vous pouvez répondre dans l'ordre que vous le souhaitez, mais on a souvent tendance à dire que justement, le sport, ça permet de véhiculer certaines valeurs et aussi de développer certaines qualités, certaines compétences. Quel parallèle vous voyez justement entre les qualités et les compétences que vous avez développées en tant que sportif et celles que vous développez aujourd'hui en tant que professionnel? Alors toi, c'est pour l'instant encore les prémices, mais pour toi, c'est déjà une réalité très concrète. Quel parallèle tu fais entre les deux, tout simplement? Moi, je le vois tous les jours, que les chefs d'entreprise, ils viennent à mon académie pour justement recruter des jeunes qui sont sportifs, parce que déjà, on a une éthique de travail au-dessus de la moyenne. On compte pas nos heures. On peut vraiment travailler pendant longtemps. Et donc, en tout cas, moi, dans mon monde à moi, c'est vrai que les chefs d'entreprise, ils adorent ça. Ils sont à la recherche de ça et ils aiment bien les profils d'athlètes. Et toi, comment tu vois les choses? Mais toi, après, c'est peut-être un peu différent parce que tu n'as pas encore mis pleinement le pied dans le monde de l'entreprise, mais quelle qualité, selon toi, tu as pu développer au travers de justement ta carrière sportive et ta carrière surtout de haut niveau et les exigences que ça suppose? Moi, je pense que c'est deux mondes qu'on peut mettre en parallèle vraiment très facilement. Il y a plein de choses à prendre de son adversaire. Donc là, pour l'entreprise, c'est de son concurrent. L'échec et rebondir. Il y a énormément de parallèles à faire. On oublie souvent, mais un club ou une fédé, c'est une entreprise. Sauf qu'en fait, là, le produit, c'est nous. Donc en fait, quand on se vend correctement, après en entreprise, il y a énormément de choses qui sont pareilles. Pareil, on ne choisit pas nos collègues. Il y a énormément de choses qui sont similaires. Ouais, tu retrouves beaucoup de choses aujourd'hui encore. Oui, d'accord, je comprends.
En ce qui concerne les conseils aussi que vous pourriez donner, maintenant que vous avez aussi un peu plus de recul, bon, Tony peut-être encore même davantage, mais un étudiant qui, alors même d'ailleurs pas forcément un ancien sportif ou un sportif professionnel, mais quand on est intéressé par le milieu justement du sport, pour vous, comment justement on fait la différence et comment on arrive à se former à ce secteur qui est quand même assez particulier, assez atypique. Tu l'as dit, il y a des parallèles évidents avec le monde de l'entreprise, mais voilà, le secteur sportif reste quand même un petit peu à part. Et selon vous, voilà, qu'est-ce qui est vraiment déterminant et qu'est-ce qui fait vraiment la différence quand on veut bosser dans le milieu du sport? Pour moi, la différence, c'est le mental. Pour moi, c'est ce qui fait la différence. Ta faculté justement à avoir confiance en toi, et c'est ce qui fait la différence entre les bons et les très grands. Moi, c'est ce que je me disais toujours quand j'étais petit. Après, moi, j'ai grandi avec la double culture. Moi, j'ai un père t'es franco-américain, c'est ça? Européenne, donc tu as ce côté-là où les Américains, ils ont une grande confiance en soi et peut-être même limite des fois arrogant, mais c'est ce qu'il faut pour réussir au haut niveau. Et le côté européen où ma mère me dit toujours de pas s'enflammer, garder les pieds sur terre, et que quand tout va bien, pas trop t'enflammer, quand tout va mal, pas être trop dur avec toi, et trouver ce happy middle pour justement gérer une carrière où tu sais forcément il y aura des hauts et des bas. Et c'est ta faculté à gérer surtout les bas qui va faire que tu vas apprendre. Et enfin moi j'ai toujours plus appris quand c'était bas. Dans les mauvais moments, j'ai toujours trouvé des trucs positifs moi dans les mauvais moments pour justement rebondir. Et donc le mental, c'est très très important. Et je me disais toujours que de toute façon, je sais, peut-être il y aura des joueurs qui iront plus vite que moi, ou des joueurs qui sauteront plus haut que moi, ou des joueurs qui seront plus costauds que moi. Mais s'il n'y a pas un truc où ils me battront, ça sera le mental. Parce que c'est ce qui fait la différence. Tu as les champions de l'entraînement, mais après quand tu arrives dans la grande salle et que tu as 20 000 personnes et les lumières s'allument et que tu vois là qu'il y a la pression pour performer, et ben moi j'ai toujours adoré ça en fait. Moi j'adore la pression. Plus il y avait de pression et mieux j'étais. J'adorais ça. Et cette faculté justement à gérer cette pression, c'est le mental qui fera la différence. Et est-ce que malgré tout, donc évidemment on l'a bien compris sur le mental et sur vraiment le mindset, tu sens que là ça t'a beaucoup aidé. Est-ce que en termes de pure hard skill, il y a des choses où tu te dis a posteriori j'aurais bien aimé avoir une formation et ça m'a un peu manqué? Ouais. En sport? Non, pour justement la partie vraiment business que tu développes aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses vraiment qui t'ont manqué véritablement? Moi pour le business, je me dis que ça dépend que de moi en fait. Ça dépend que de moi et de mon éthique de travail. Et j'ai toujours dit que j'étais une éponge, j'apprends super vite et j'ai pas peur de travailler en fait. Et j'ai pas peur de demander, c'est de poser des questions. Quand je sais pas. Mais après je me prépare, j'essaie de bien me préparer. Parce que comme elle l'a dit tout à l'heure, dans le monde du business, ils sont cruels, ils respectent pas les sportifs, ils pensent qu'on a rien dans le cerveau. Et c'est à toi de leur démontrer que tu as quelque chose dans le cerveau et que toi aussi tu peux être à leur niveau. Et donc moi par rapport à ça, c'est de la préparation et être sûr que selon ce que je vais faire, je suis pas ridicule on va dire en salle de réunion. Et toi justement, tu me le disais en off tout à l'heure, tu hésites aujourd'hui entre le marketing et le management. Pourquoi spécifiquement ces secteurs-là? Et un truc aussi intéressant, toi tu veux pas forcément bosser dans le secteur du sport après en fait? Non, moi j'aime beaucoup faire du sport. Mais après, bosser dans le sport, c'est ce que je disais, si j'avais une opportunité qui m'intéressait, pourquoi pas. Après, c'est pas forcément ce qui m'anime aujourd'hui. J'adore en faire, j'aime me dépenser, j'ai besoin de me dépenser. Mais après, travailler dedans, c'est pas une priorité pour l'instant. Et du coup, même question sur les hard skills, qu'est-ce que toi, tu as pu peut-être développer où tu te dis, ok, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ton objectif, c'est Paris 2024. Après ça... Voilà, quelles sont les compétences selon toi que tu as pu développer justement au travers des cours ou au travers des rencontres que tu as pu faire et qui selon toi vont être vraiment utiles? Il y en a eu énormément. Déjà, quand tu es sportif de haut niveau, tu fais des études, il faut énormément t'organiser. Donc tu as tout ce qui est organisation. Après, je pense que dans tous les cours qu'on a eu, tout ce qui est sur le marketing, on apprend plein de choses. Est-ce que j'aurais aimé l'apprendre avant? Non, je pense pas, parce que Tony l'a dit tout à l'heure, c'est important de tomber, d'apprendre beaucoup à ce moment-là. C'est la mode de dire qu'il faut tomber, se relever. Je pense que moi j'ai bien expérimenté le processus. Je suis bien tombée, mais bon, je suis bien debout aujourd'hui, donc on verra la suite.
Ok. Une dernière question pour toi, Tony, avant de conclure ce podcast. Donc aujourd'hui, voilà, on est ici dans les locaux de TBS Éducation parce que tu as souhaité t'associer à cette école dans le cadre de ton académie. Voilà, est-ce que tu peux dire, dans les grandes lignes, pourquoi c'est pertinent pour toi de t'associer à une business school comme TBS Éducation? Déjà, c'est une des plus grosses écoles et avec mon académie, pour moi, c'est un honneur de pouvoir m'associer à des écoles comme ça. On est avec EM Lyon à Lyon et donc je suis toujours en train de voir quelles associations on peut faire. Nous, notre slogan à l'académie, c'est Come to l'academy, get a job. Moi, le plus important pour moi, c'est quand ils sortent de l'académie, ils ont un travail. Et donc, je fais des associations. Là, on vient de signer un contrat de 3 ans avec LVMH. Je suis l'ambassadeur de l'Institut des métiers d'excellence. Et le but, c'est d'avoir des opportunités en fait pour mes académiciens parce que je sais très bien que tous les jeunes qui viennent chez moi, 95% ils vont pas devenir athlètes de haut niveau, c'est impossible, ça c'est que l'élite. Donc oui, je m'occupe de l'élite, mais après j'aimerais aussi m'occuper de tous les autres qui viennent à l'académie, et donc pour ça il faut susciter chez eux une autre passion, parce qu'à la base ils viennent pour être sportifs de haut niveau, mais il faut qu'on essaie de trouver autre chose pour eux, pour que quand ils sortent de l'académie, ils soient épanouis et qu'ils ont un job. Et donc c'est pour ça l'association avec Adéquate, donc c'est pour ça que ça s'appelle la Tony Parker Adéquate Academy, parce qu'Adéquate, c'est leur job de trouver du travail pour nos jeunes, et donc pour ça il faut les exposer à plein de métiers. Et donc LVMH, il y a plein de métiers, c'est vachement diversifié ce groupe, donc le but c'est que c'est bien de donner des bourses, donc là toutes ces sociétés-là ils nous aident et ils donnent des bourses, et ça c'est très bien, mais nous on veut aller plus loin que les bourses, quoi. Par exemple, je sais pas moi, Adidas, qui est un de nos partenaires, qui passe une semaine au marketing, une semaine aux finances, une semaine dans un magasin, et qui fasse le maximum, qui prennent le maximum d'expérience, et pour qu'après ils les préparent, parce que les entreprises, pourquoi ils donnent des bourses, c'est pour former les jeunes, pour qu'après ils viennent chez eux. Et donc moi le but c'est de continuer à faire des partenariats avec les plus grandes écoles et les plus grandes entreprises de France. Comme ça on a le maximum d'options pour nos jeunes. Ah, c'est hyper intéressant. Et comment se structure à peu près le parcours entre, donc il y a beaucoup de pratiques, tu l'as dit. J'imagine qu'il y a aussi un peu de la théorie. Comment ça structure tout ça, et qu'est-ce que tu veux vraiment leur véhiculer? Ils sont passionnés de leur sport. Ouais. Donc on a basket bien évidemment, on a tennis, on a e-sport, et on aimerait développer plus de passion. Là on est en discussion pour le foot, rugby, parce que le loup c'est collé à nous, c'est juste à côté de chez nous. La musique, parce que moi j'ai investi dans un orchestre, je suis dans le conseil d'administration de l'orchestre de Lyon, et donc j'adore ça, et donc on veut aussi faire une section à musique, et donc petit à petit on veut augmenter les passions. Donc à la base ils viennent pour leur passion et pour être, s'ils y arrivent, aller au plus haut niveau. Mais s'ils n'y arrivent pas, ils savent qu'on est très très bien structuré, et on a les bons partenariats avec les plus grandes écoles pour pouvoir justement, comme je disais tout à l'heure, être épanoui et sortir avec un travail. Parfait, très clair. Toute dernière question pour conclure, qui s'adresse là aussi à tous les deux. Tout simplement, qu'est-ce que vous diriez à un jeune, précisément ce que tu as décrit dans une telle situation, quelque chose que tu aurais aimé potentiellement savoir toi il y a 10 ou 15 ans, voilà, en une phrase ou deux, qu'est-ce que tu veux dire? Tout le temps cette phrase-là, parce que je la dis tout le temps aux médias ou à tous mes académiciens, mais toujours de rêver en grand en fait. Et que quand tu dis ton rêve à quelqu'un et qu'il ne se fout pas de toi, c'est que c'est pas un bon rêve, c'est ça? Non, c'est que tu rêves pas assez grand. Et donc moi quand j'étais petit et que je disais que je voulais devenir le premier meneur européen à réussir en NBA, ils se foutaient bien de moi, les gens. Parce qu'ils disaient que j'étais trop petit, trop maigre, enfin que j'y arriverais pas. Bon, maintenant c'est moi qui rigole bien. Et maintenant j'aimerais créer des plateformes pour ces jeunes-là qui veulent réussir et qui veulent rêver en grand. Tu vois, si elle t'avait dit je voudrais jouer au rugby et aller aux Jeux Olympiques, je suis sûr qu'à l'époque, quand elle était petite, il devait bien se foutre d'elle. Tu vois. On se foutait de toi. Pourquoi jouer au rugby? Pourquoi jouer au rugby? Moi j'ai commencé très tard, j'ai commencé vers 20 ans le rugby, donc donc commencé tard, ouais, c'est d'autant plus dur. Ouais, c'est tard, ouais. Oui, exactement, mais il faut travailler 2 fois plus du coup. Ah bah ouais, c'est clair. Ouais. Et du coup, toi de conclure tout à fait. C'est récent, parce que c'est quoi? Il y a eu Rio. 1 ou 2, non. Il y a eu Rio, Tokyo. Il y en a eu 2, il y a deux Olympiades. Alors là, c'est tout récent. Exactement. Tout récent. Non, mais ça donne une belle exposition, c'est vrai que c'est assez spectaculaire, c'est ce qu'on disait, je trouve ça très spectaculaire en fait le rugby à 7. Ouais, moi je préfère, moi. Le 15 c'est boring. Là, on coupera ça au montage. Ils vont me dire Tony, non mais le rugby c'est sympa. Et puis moi j'adore les valeurs dans le rugby. Les valeurs dans le rugby elles sont super. Mais c'est vrai que des fois le rugby à 15, ça
peut être long quand tu connais pas trop, alors que le rugby à 7, il y a de l'action, quoi. Et donc quand tu viens du basket où il y a toujours de l'action, parce que nous le basket, il y a toujours quelque chose qui se passe, bah c'est vrai que des fois... mais j'aime bien le rugby, tu vois, parce qu'après ça va encore faire les grandes phrases. Non, on va pas faire d'histoire. C'est ça. Bon, bah, maintenant que Tony a tressé les louanges de ton sport, Lina, si tu veux conclure tout à fait. Même question, du coup, voilà, qu'est-ce que tu dirais potentiellement à toi il y a quelques années, enfin, un jeune qui a envie de bosser dans le sport, tout simplement. Bah, ça rejoint un peu ce qu'a dit Tony. Je pense que le plus important, c'est vraiment croire en soi. Parce que les autres, ils vont te dire que c'est pas possible. Alors c'est leurs limites, c'est pas les tiennes. Si toi, tu mets tout en œuvre pour y arriver, bah vas-y, va au fond, compte pas tes heures et ça va marcher. Merci à tous les deux pour l'ensemble de vos réponses. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de TBS Éducation. Inspirer, podcaster avec TBS Éducation.